Merci d'avoir pris ce rendez-vous de l'information. Madame, Messieurs, bonsoir. Voici le sommaire de cette édition. Cérémonie de clôture du concours d'agrégation des sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion du CAMES. C'était hier à Cotonou. On en parle dans cette édition. Atelier de validation de la gestion des plaintes dans le cadre de l'exécution du projet WURI. Et c'est une initiative de l'Agence nationale d'identification des personnes en collaboration avec la Banque mondiale. Au Mexique, une caravane est parvenue à rallier l'État de Veracruz à l'est du pays. Parti il y a plus d'un mois du Sud, certains ont reçu des documents pour régulariser leur séjour. Voilà pour le sommaire. Le développement, c'est maintenant. Madame, Messieurs, bienvenue. Comme je l'annonçais en titre, 17 candidats sont déclarés admis au terme du 20e concours d'agrégation des sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion du CAMES. La cérémonie de clôture du dit concours présidée par le ministre d'État Abdoulaye Biotchane et s'est déroulée hier au Palais des Congrès de Cotonou. Clémence Tonoucoin pour le compte rendu. La proclamation des résultats, la remise du prix Coris Banque Internationale pour la promotion de l'excellence et la décoration de plusieurs universités dans l'ordre international des palmes académiques du CAMES, ce sont là les 3 étapes qui ont meublé cette cérémonie de clôture. S'adressant aux différents lauréats, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yaïla Descamps, s'est exprimée en ces termes. Je vous souhaite une longue et brillante carrière. Et n'oubliez pas, le sort de plusieurs générations vient de vous être confié. Que cette pensée illumine donc toutes vos actions. Je voudrais également m'adresser à vous, chers récipiendaires des palmes académiques, en vous félicitant de tout le travail que vous avez abattu. C'est ce travail qui parle de vous. Vous nous avez remerciés, mais nous prenons plutôt tout l'engagement de vous accompagner et de nous assurer de ce que vous avez affiché comme performance l'est et le sera durablement. Cette réussite implique des responsabilités, a tenu à rappeler le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, représentant le chef de l'État. Chers lauréates et chers lauréats, vous avez su convaincre les jurys de vos capacités d'analyse et de votre connaissance en général. Je ne peux que vous en féliciter. Mais il n'y a pas de mérite qui vienne sans responsabilité. Cette responsabilité, c'est tout d'abord celle de l'enseignant qui, pour reprendre les termes d'un auteur, ne doivent être ni inaudibles sous prétexte de science, ni inexacts sous prétexte de pédagogie. C'est surtout celle de femmes et d'hommes pleinement impliqués au service de leur métier. Les facultés et écoles en ont bien besoin au regard de la concurrence globale qui existe à l'heure actuelle en matière de formation. Votre responsabilité, celle d'éduquer et de former les esprits, est immense. Devenir agrégé, c'est aussi, je le crois, épouser la carrière universitaire avec ses libertés, mais aussi ses suggestions. Le rendez-vous est pris pour la 21e session de ce concours, prévue pour se tenir en 2023 au Niger. L'Agence nationale d'identification des personnes, ANIP, en collaboration avec la Banque mondiale, a organisé ce matin un atelier de validation de la gestion des plaintes dans le cadre de l'exécution du projet WURI. Et cet atelier vient mettre un terme à un processus lancé depuis le 26 novembre 2020. Compte rendu d'Orcas à Ouangan. West African Unique Identification for Regional Integration and Inclusion, WURI, et en français, Projet d'identification unique pour l'intégration régionale et l'inclusion en Afrique de l'Ouest, c'est le projet qui a rassemblé plus d'une dizaine d'acteurs du secteur de l'identification des personnes. Selon Cyril Goubedji, gestionnaire mandataire de l'ANIP, cet atelier de validation du mécanisme de gestion des plaintes vise entre autres à mettre en place des instruments de gouvernance du projet.
L'activité qui nous réunit ce jour vise fondamentalement à doter l'unité de gestion du projet des outils de prévention et de gestion des conflits et des mécanismes d'adressage des griefs que les usagers administrés auront à remonter pour obtenir une satisfaction en raison de ce que les procédures établies, les mécanismes opératoires ou opérationnels leur auraient créé des obstacles. Pour le coordonnateur national du projet, Jean Arolou, le Bénin a pris plusieurs engagements vis-à-vis de la Banque mondiale afin d'élaborer des documents dans le cadre de l'exécution du projet. Le Bénin, à travers l'accord de projet signé par l'Agence nationale d'identification des personnes, avait pris l'engagement vis-à-vis de la banque d'élaborer un certain nombre de documents de mise en vigueur du projet. Je peux citer le document, le plan d'engagement social et environnemental, le mécanisme de gestion de plaintes et bien d'autres. Donc, c'est à juste titre que, pour honorer cet engagement vis-à-vis de la banque, que l'unité de gestion du projet WORI a engagé le consultant pour élaborer un projet de document qui serait tout à l'heure soumis à votre appréciation pour recevoir vos différentes observations en vue de son amélioration et de sa finalisation. Le renforcement du cadre juridique et institutionnel, la mise en place d'un système fiable et inclusif de l'identification et la facilitation de l'accès aux services à travers des identifiants. Le ministre d'État, Abdoulaye Biotchane, a procédé hier à l'installation du comité ministériel d'audit interne de son ministère. Un comité né de la volonté du gouvernement béninois d'instaurer le contrôle permanent dans les structures étatiques. Compte rendu, Laurent Roland, Toninkes. Mise en place conformément au décret numéro 2018-396 du 29 août 2018, le comité ministériel d'audit interne du ministère du Développement et de la Coordination de l'action gouvernementale a été officiellement installé par le ministre d'État Abdoulaye Biotchane. Un comité de 5 membres présidé par Edouard Oussou. Ce comité est né des réformes du gouvernement béninois. Et c'est le but de la réforme, c'est la modernisation de la gestion publique à travers l'institution des bonnes pratiques de gouvernance et la lutte contre la corruption. Le levier de la réforme, c'est essentiellement la gestion des risques au niveau de tous les ministères. Le comité a pour tâche de faire approuver la charte d'audit interne du ministère, de présenter la cartographie des risques élaborée par les directions, approuvée par le comité ministériel du management des risques pour l'élaboration du plan d'audit annuel. Le ministre d'État Abdoulaye Biotchane précise ici quelques attributions de ce comité. Premièrement, définir la politique d'audit. Deuxièmement, nous assurer de la qualité du dispositif de contrôle interne qui est en place. Troisièmement, approuver le programme annuel des contrôles qui est donc soumis après au ministre pour approbation définitive. Veiller au suivi des actions décidées à l'issue de l'examen de ce programme et assurer donc faire l'assurance qualité de l'audit interne du ministère. Le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale a par ailleurs rappelé aux membres du comité l'importance des contrôles. En tant qu'ancien banquier central, je peux vous dire que les contrôles sont importants. Les contrôles sont importants, les audits le sont encore plus. Et la mise en œuvre et le suivi des résultats de ces contrôles et de ces audits sont encore plus importants. Et c'est pour ça que la systématisation de tout ce qui est là est cruciale pour ce qui est en train d'être mis en place.
Sur les 5 membres qui composent ce comité, 2 personnes dont le président sont nommées par le président de la République et sont externes au ministère. Les directeurs de contrôle fiscal venus de plusieurs pays de la sous-région sont en séminaire depuis hier à Cotonou, organisé par le Cercle de réflexion et d'échange des dirigeants des administrations fiscales CREIDAF. Le séminaire porte sur le thème « Le contrôle fiscal à l'ère du numérique, défis et opportunités ». Reportage Clémence Tonoucoin. Pendant 2 jours, les participants vont réfléchir aux défis auxquels sont confrontées les administrations fiscales dans l'exercice de leur mission de contrôle fiscal. Il s'agira également pour eux de mettre un accent sur le recours aux solutions fiscales. Le séminaire vise à permettre aux administrations fiscales d'optimiser l'atteinte des objectifs de mobilisation des ressources au profit de l'État. La fraude est à l'impôt ce que l'ombre est à l'homme. Cette citation de l'ancien président français Georges Pompidou montre indéniablement que la fraude fiscale reste et demeure une réalité depuis très longtemps. C'est donc le lieu d'examiner non seulement les défis auxquels font face nos administrations fiscales, mais aussi les opportunités qui s'offrent à elles dans le cadre de la conduite de leur mission de contrôle fiscal. En outre, il nous faudra améliorer les performances du contrôle fiscal en privilégiant des partenariats et des solutions numériques. En procédant au lancement des travaux de ce séminaire, le directeur de cabinet du ministre de l'Économie et des Finances s'est dit convaincu que la diversité des participants est un atout pour l'atteinte des objectifs visés. La vertu de notre époque, qui est une période de risque accru d'évasion fiscale, c'est qu'elle nous offre aussi des opportunités de réflexion, des défis à relever et de nouvelles stratégies à expérimenter. Il va sans dire que le dynamisme et la qualité de tous les experts ici réunis que vous êtes sont nos meilleurs atouts pour réfléchir ensemble sur comment relever les défis contemporains de notre planète liés à la mobilisation des ressources fiscales pour le développement. Pour la secrétaire générale du Cercle de réflexion et d'échange des dirigeants des administrations fiscales CREIDAF, le présent séminaire constitue une relance des activités du réseau des responsables du contrôle fiscal. Vous venez donc de suivre un compte-rendu de Clémence Tonoucoin. Le Conseil des ministres s'est réuni hier en présence du chef de l'État, Patrice Talon. Plusieurs décisions ont été prises, dont entre autres les conditions de déroulement de la campagne de commercialisation 2021-2022 du soja. Suivez ici un extrait du compte-rendu fait par le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Rumbédi. La redéfinition du périmètre de développement de la zone touristique sur le littoral entre les communes de Cotonou et de Ouida. Dans le cadre de la réalisation du projet de développement touristique dans cette zone, il avait été procédé au déclassement du périmètre situé au nord de la route des pêches, allant du quartier Filleyon jusqu'à la hauteur de l'école internationale de théâtre du Bénin, afin de préserver les zones fortement agglomérées. Mais avec l'évolution des études qui visent le renforcement des équipements prévus dans le dit projet, il est apparu judicieux de réintégrer la portion comprise entre le carrefour dit Togbendaho et la dite école de théâtre. Une telle option permettra de valoriser l'ensemble de la zone et d'assurer l'adéquation avec les constructions environnantes. C'est pourquoi le présent décret intervient pour consacrer l'adaptation des nouvelles coordonnées géographiques à la configuration actualisée du périmètre du projet. En 2, les conditions de déroulement de la campagne de commercialisation 2021-2022 du soja. Avec une production en constante hausse, notre pays renforce de plus en plus sa position dans la filière soja. La présente campagne de commercialisation s'ouvrira le 25 novembre 2021 dans la commune de Djidja et s'achèvera le 30 juin 2022. Dans cette perspective, et tenant compte de l'évolution des prix sur le marché, ainsi que de la proposition des acteurs de la filière,
le Conseil a décidé de fixer le prix plancher d'achat aux producteurs à 190 francs CFA le kilogramme. Le Conseil a adopté les décrets portant règles de coordination des procédures et des interventions des diverses autorités compétentes dans le cadre de la passation des conventions de délégation des services publics ou autres contrats relatifs aux activités réglementées en matière d'électricité, puis description du costume d'audience du magistrat dans les juridictions du fonds. Au titre des communications, nous avons la contractualisation pour la réalisation des travaux de construction du plateau technique de l'École des métiers du numérique au Bénin. Le dit plateau technique est notamment composé d'un espace intérieur regroupant un module de 3 ateliers pour les travaux pratiques, d'un appartement témoin, d'un espace extérieur permettant de reproduire l'architecture réseau actuellement déployée au Bénin et les évolutions à l'international, ainsi que d'une salle de stockage d'équipements sensibles. Dans le cadre de la quinzaine de la campagne de vaccination contre la COVID-19 lancée depuis ce lundi par le groupe Eden TV et Diaspora FM, le premier ministre de la Cour impériale de Niki s'est livré à l'exercice qui consiste à exhorter tous les Béninois à se faire vacciner contre ce mal qui décime le monde entier. On l'écoute. Nous souhaitons, partout où il y a un rassemblement, que les gestes barrières soient respectés. Nous sommes en temps de coronavirus, ce n'est pas bon. Ça tue beaucoup et tout le monde le constate. Raison pour laquelle on a souhaité, partout où il y a des rencontres, que ces gestes barrières soient respectés. La vaccination, c'est aussi gratuit, que chacun essaie de se protéger pour éviter la propagation de ce mal. Hors du Bénin, en France, c'est aujourd'hui que s'ouvre le procès de 3 policiers soupçonnés d'usage abusif de la force envers des gilets jaunes, et ce au lendemain du 3e anniversaire de la naissance du mouvement. Suivez ce reportage de nos confrères de RT France. Plusieurs audiences ce jeudi au tribunal judiciaire de Paris. La première, celle de 2 policiers qui vont être jugés pour des tirs de LBD qui ont blessé un gilet jaune lors d'une manifestation en février 2019 à Paris. La seconde concerne l'affaire d'un policier accusé d'avoir asséné un coup de matraque dans le dos d'une manifestante. Les faits se sont déroulés à Paris lors de la manifestation de gilets jaunes du 20 avril 2019. Sur une vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux, on voit précisément le déroulé des faits. Un policier mène une charge contre un groupe de manifestants et donne un coup de matraque dans le dos d'une femme alors en train de marcher tranquillement. Elle tombe à terre et perd immédiatement connaissance. Sur la vidéo, les policiers l'enjambent pour l'éviter avant que des manifestants lui portent secours. Cette femme, c'est une Amiénoise de 41 ans qui n'a pas pu travailler pendant plusieurs jours après les faits. Aujourd'hui, elle réclame justice pour que ce type de comportement policier ne soit plus reproduit à l'avenir. En ce qui concerne les Gilets jaunes, ils célèbrent cette semaine le 3e anniversaire de leur mouvement. Depuis 2018, les revendications sont les mêmes. Plus de pouvoir d'achat, baisse du prix du carburant et de l'énergie et mise en place du RIC, du référendum d'initiative citoyenne, entre autres. Ils appellent à de larges manifestations partout en France ce samedi dans l'espoir de donner un coup de boost à leur mouvement. À 5 mois de l'élection présidentielle, ils espèrent en effet peser dans la campagne électorale et que leurs revendications soient reprises par les candidats à la magistrature suprême. Empêtré depuis 2 semaines dans un scandale qui a conduit à des accusations de corruption contre son camp, Boris Johnson s'est exprimé hier devant le Parlement. Le Premier ministre est intervenu en faveur d'un élu conservateur. Suivez. C'est avec le visage fermé que le Premier ministre britannique s'est présenté devant une commission des plus tenaces. Devant les chefs des principales commissions parlementaires, Boris Johnson a dû s'excuser de favoritisme. Je l'ai déjà dit avant. C'était une erreur il y a 2 semaines de faire l'amalgame entre le cas très triste et difficile d'un collègue particulier qui n'a pas respecté le processus du commissaire aux normes et le besoin de réforme
et d'amélioration du système. Un énième mea culpa de la part du chef du gouvernement conservateur dans l'œil du cyclone de ses détracteurs. Au début du mois de novembre, le Premier ministre britannique était intervenu pour soutenir Owen Paterson, un député conservateur, et lui éviter des sanctions. Celui-ci, mis en cause pour lobbyisme, a été en effet épinglé par une enquête parlementaire pour avoir fait pression auprès de ministres britanniques afin de leur vendre les mérites de 2 entreprises pour lesquelles il travaillait comme consultant. Order, order. L'opposition britannique s'est alors très vite emparée de l'affaire. Il a fait la seule chose qui lui était interdite, faire du lobbying auprès des ministres à maintes reprises d'une manière qui confère un avantage direct à ses clients payants. C'est expressément interdit. C'est une pratique corrompue. Ce ne sont pas des excuses. Tous les autres se sont excusés pour le Premier ministre. Mais il ne s'excusera pas pour lui-même. Un lâche, pas un leader. Face aux critiques, Boris Johnson et plusieurs de ses alliés ont pourtant proposé un projet de loi pour permettre aux parlementaires accusés de mieux se défendre. Le Premier ministre a confessé implicitement avoir été touché par le fait qu'Owen Paterson avait perdu sa femme l'an dernier. Un projet de loi décrié par la presse et très vite abandonné par le camp Johnson. Ce mercredi, le Premier ministre, sur la défensive, a même agacé le président de la Chambre des communes. Qui a payé ces 25 000 livres? Ce sont les questions du Premier ministre. Ce n'est pas à l'opposition de répondre à vos questions. Asseyez-vous. Vous êtes peut-être le Premier ministre de ce pays, mais c'est moi qui suis en charge de cette Assemblée. En chute dans les sondages, Boris Johnson a rappelé alors son désir sur Twitter d'encadrer davantage le 2e emploi des députés. Depuis plus de 2 ans, le Premier ministre est attaqué pour plusieurs problèmes de corruption au sein de son parti, pour le financement de vacances de Noël dans les Caraïbes ou encore pour la rénovation onéreuse de son légendaire appartement de fonction. Malgré ces arrestations records, ils sont des milliers à tenter de rejoindre les États-Unis. Une caravane est parvenue à rallier l'État de Veracruz à l'est du Mexique. Parti il y a plus d'1 mois du Sud, certains ont reçu des documents pour régulariser leur séjour. Suivez. Cela fait plus d'1 mois qu'ils sont sur la route. Une caravane de plus de 2000 migrants venus du Honduras, du Salvador ou encore du Guatemala a réussi à rejoindre l'État de Veracruz au Mexique. Ils cherchent à échapper aux difficultés économiques, sanitaires et aux problèmes de sécurité de leur pays d'origine. Au poste frontière de l'État de Veracruz, ils se sont vus proposer des permis de séjour pour raisons humanitaires d'une durée maximale d'1 an. S'il vous plaît, approchez. Nous sommes sérieux. Nous vous accordons un séjour pour raisons humanitaires d'1 an. Veuillez prendre contact avec notre équipe pour que nous puissions vous enregistrer. L'Institut national des migrations a déclaré avoir remis 1574 cartes de migration de ressortissants étrangers et s'être rassuré qu'avec elles, ceux-ci pouvaient travailler au Mexique. Une mesure célébrée par une partie des migrants. D'autres, en revanche, ont exprimé leur mécontentement. Pour eux, ce papier ne sert à rien. Nous avons besoin d'un papier permanent pour qu'on nous donne du travail. Personne ne trouve de travail avec ces papiers. Nous sommes affamés. J'amène mes enfants, ma famille. Même si mon visage se couvre de honte, je dois demander un sandwich pour mes enfants. Alors que les dirigeants nord-américains se préparent à un sommet à Washington, les migrants demandent au président mexicain de pouvoir circuler librement et au président américain de les laisser entrer dans le pays. Je dirais au président mexicain de nous laisser voyager en camion dans n'importe quel véhicule et au président des États-Unis de nous laisser entrer dans son pays parce que nous cherchons un rêve. La caravane va reprendre sa route lentement à travers l'État de Veracruz. Elle devrait faire halte dans des villes voisines. Mais l'objectif ultime est de rallier la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Un objectif ambitieux et incertain. Depuis l'arrivée de Joe Biden à la tête des États-Unis, près d'1,5 million de migrants ont été interpellés à la frontière entre les deux pays. Madame, Monsieur, c'est ici que se referme ce journal. Si vous l'avez suivi, merci de votre attention. Bonne suite de nos programmes et à demain.